Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, avec notre cher Kira. Raconte-nous ta semaine. Bonjour tout le monde, ce fut une semaine très chargée, j'ai passé 2 jours à Disneyland déjà, donc qui fut un excellent moment, je t'avoue, je suis encore un peu claqué de ce week-end un peu intensif. Tu m'étonnes. Derrière, j'ai continué Atomic Heart, que j'ai même terminé d'ailleurs, qui était, je vous dirai ça tout à l'heure. On a fait du Evil Dead, tous les deux, avec des potes et tout, c'était la première fois que tu y jouais, on s'est bien marré. Ouais, très sympa. Et j'ai commencé une nouvelle série sur Apple TV+, qui s'appelle Hello Tomorrow, qui pour l'instant est on va dire très intrigante. Apple TV, c'est quali, hein, comme c'est contenu. vraiment quali là-dessus. Et toi, t'as fait quoi de ta semaine ? Grosse semaine aussi, hein, t'as vu les actualités jeux vidéo, on a galéré à préparer notre podcast tellement qu'il y avait de confs, de trucs. Il y a les Pégases, là, il y a vu la cérémonie, t'as vu, de jeux vidéo que j'ai un petit peu suivi. Stray a gagné, élu meilleur jeu français de l'année dernière. Donc bravo à Stray. Il le mérite. Et sinon, là, il y a un week-end caritatif dans le monde de l'e-sport où il y a le speed-don. Donc c'est tout un tas de speedrunners qui vont aller le plus vite possible pour finir certains jeux au profit de Médecins du Monde où ils lèvent des dons. Donc je suis sur Twitch cet événement qui est vraiment très très bien sur la chaîne de Mister. Oui, c'est sympa. Et une semaine où j'ai été gâté, il y a eu la démo de Bayonetta Origins, une proposition un petit peu différente des autres, enfin très très différente même des autres Bayonetta qu'on a l'habitude, mais j'ai été vraiment séduit par l'ADA, par cette démo, donc je vous invite à la faire sur Switch, franchement pas mal. Dans tout ça, donc comme je disais, grosse semaine, on a réussi quand même à faire un sommaire, est-ce que tu peux nous le donner, s'il te plaît mon cher Kira ? Alors, ce fut compliqué parce qu'autant la semaine dernière, niveau news, c'était un peu light. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous donné le mot pour cette semaine. Alors, on a trié quelques news sur le volet et préparé avec attention. Donc, on va parler de Goldorak, de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 4. On va parler du Professeur Layton. On va débriefer le Capcom Spotlight. Et pour finir, la conférence Nacon. Derrière, ça sera le test d'Atomic Heart. Donc, préparé avec soin par moi-même. Et pour finir, en sujet hors sujet, on va parler du manga Elden Ring. Générique ? C'est parti, générique. Goldorak, le jeu. Est-ce qu'on chante Kira là-haut, très loin dans l'espace ? Tout droit dans l'espace. Non, on va éviter quand même. On va pas faire ça à nos auditeurs quand même parce qu'on chante très très mal, mais bon, Goldorak, ça fait un peu vieux boomer qui chante Goldorak. C'est clair. Alors, je vous parle pas aujourd'hui de Goldorak, le festin des loups, pour me permettre de vous faire cette petite chanson, ou parce que je suis ultra fan des épisodes que je regarde régulièrement, mais parce que le jeu, il y a déjà eu un trailer récemment, et là il y a eu de nouvelles informations grâce à une interview qui a été faite par Jeux Actu, des 2 producteurs, donc Nordine Mohamed Saad et Julien Hubert. On apprend plein de choses sur le jeu, et petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi, Kira, le jeu s'appelle Le Festin des Loups ? Non, je ne sais pas du tout. Moi, ça me fait penser un petit peu au Festin du Corbeau de Mythic Quest. De Mythic Quest, mais ça n'a rien à voir, je suppose. Non, c'est le titre d'un épisode, donc c'est l'épisode 7 de la saison 1. Très bon épisode d'ailleurs. Je l'ai, en préparant la chronique, j'ai re-regardé cet épisode et il est vraiment cool parce que on suit Janus, un méchant qui fait partie de l'élite de la force de Vegas et qui prend un peu le contrôle de l'armée d'Hydargos qui chasse Goldorak et Actarus dans toute la série, et on le voit combattre, et en même temps, si tu veux, il y a ce jeu de guerre de pouvoir au sein de l'armée de Vegas contre Actarus. C'est un très 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 bon épisode avec un petit cliffhanger à la fin, et du coup je l'ai regardé pour cette chronique, et comme le jeu s'appelle Le Festin des Loups, qui renvoie à ce à cet 7e épisode de la saison 1, on peut se dire que le jeu va prendre place justement au tout début de l'arc Goldorak. Donc ce qui est plutôt en soi une bonne nouvelle.
Qu'est-ce qu'on apprend sur ce jeu ? Donc il est fait par 2 Français, et Cocorico, on est très très fiers et très contents qui participent à ce jeu. Donc c'est Microïd, la boîte pour qui ils bossent, qui font déjà des jeux Tintin, Astérix. Malgré que ce soit des Français, on sait que Go Nagai, donc Go Nagai qui est le mangaka, un très 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 grand mangaka au Japon, supervise ou regarde un regard attentif sur l'œuvre que sont en train de produire nos développeurs français. Donc pareil, ça c'est en termes de fidélité à l'œuvre, c'est très très intéressant. Et le jeu sera donc un beat'em up. Donc on va jouer Goldorak, le robot le plus connu de France qui va défourailler à l'appel plein de monstres. Les Golgoth, qui sont les ennemis de chaque épisode, seront un petit peu les boss de fin de niveau. Un peu à la Dynasty Warrior en fait. Un peu à la Dynasty Warrior, c'est vrai, on va enchaîner les mobs jusqu'à atteindre les Golgoth qu'on combattra comme boss. Donc au cœur du jeu, il disait que c'est un vrai jeu de combat. Il faut se dire, tu citais Dynasty Warriors, à mon sens, on sera vraiment là-dedans, avec un monde plus ou moins ouvert, et on aura la possibilité de faire les missions un peu dans l'ordre que l'on veut. Et dans cette map ouverte, j'imagine que c'est là qu'on pourra tabasser tout un tas de monstres qui auront envahi la Terre. Et, chose intéressante, donc il y aura différents types de gameplay. Et on pourra incarner donc Actarus dans son Spacer, donc la version volante de Goldorak. Donc a priori il y aura des phases comme ça. On va pouvoir jouer Alcor, Actarus aussi. Donc Actarus dans des phases plutôt de dialogue, de scénario. Donc tu vois, ça peut être un petit peu, ça peut être intéressant. Oui. Dernière news, très 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 cool aussi pour les fans. Il y aura les musiques de l'animé qu'ils ont réussi à reprendre. Ça, top, et ça, ils expliquaient les développeurs qu'en termes de droit, c'est une vraie tannée, et ils ont réussi. Donc en tant que grand fan, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. C'est un projet qui est quand même sacrément ambitieux pour Microïd. C'est vrai qu'ils ont énormément de licences que j'affectionne tout particulièrement, mais j'ai quand même vraiment l'impression que là c'est un de leurs plus gros titres qui va sortir. En termes de visibilité et d'attente, c'est clair que Goldorak, ça soulève souvent les foules et les fans en termes d'aura et de visibilité, donc il y a une grosse attente. J'ai le sentiment quand on les écoute, évidemment ils sont très très intéressants à écouter, et ils ont mis beaucoup de passion dans ce titre, donc moi je suis très confiant. J'en ferai évidemment un test. C'est clair que moi aussi je suis très intrigué. Goldorak, c'est, je sais pas si tu as l'anecdote sur Goldorak, mais au Japon c'est une série qui est pas réputée du tout. Il y a que en France qu'elle a cartonné, parce que finalement ouais, c'est la suite de Mazinger. Ouais, le vrai héros c'est Mazinger Z, le vrai c'est Alcor, et Alcor est présenté dans Goldorak comme un sidekick un peu ridicule. Donc les Japonais considèrent que la série Goldorak ont bafoué leur héros ultime Alcor au profit d'Actarus. Donc nous on n'a pas tout ce drama autour de la série, on connaît que Goldorak surtout. Et en toute fin d'épisode, et ça me fait marrer, c'est pour ça que je l'avais mis en toute fin d'épisode de le festin des loups, il finit par: au festin de l'amitié, tout le monde peut trouver sa pitance, au festin des loups, il n'y a pas de dessert. Et ça m'a fait marrer. C'est pour ça que je vais finir. C'est beau. Ouais, c'est beau. Je vais finir la chronique là-dessus. Moi, de mon côté, je vais rester au Japon. Je vais parler de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, en fait, car sorti de nulle part des hautes herbes, une annonce, on va dire même un teaser, nous a annoncé l'officialisation du jeu. Donc c'est une bande-annonce somme toute classique où on voit Sangoku se transformer en Super Saiyan Blue. Jusqu'à présent, on n'a aucune information supplémentaire. On peut tout de même s'attendre à voir un jeu un minimum aussi fourni que le précédent. Pour rappel, le troisième Budokai Tenkaichi avait rassemblé presque 160 personnages, transformation inclus bien sûr, de la célèbre saga Dragon Ball, et il est sorti en 2007. Donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré temps que les gens attendent cette séquelle. À l'époque, c'était le studio Spike qui l'avait développé, enfin du moins les 3 premiers qui avaient développé le jeu. C'est vrai que depuis ils font plus grand chose. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les jeux Dragon Ball, en fait, on a eu pas mal de jeux depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que maintenant, il y a un peu à boire et à manger. C'est vrai. Et on se retrouve vraiment avec beaucoup de propositions. On a vu Dragon Ball Kakarot pour du RPG, on a Dragon Ball The Breaker en gameplay asymétrique. On reste également sur du Xenoverse 2 qui continue à être mis à jour très très fréquemment, qui est actuellement le jeu de combat 3D fun,
proche d'un Tenkaichi justement, avec plus de 100 personnages inclus. Et on a également du Fighter Z, là pour plus du combat face à face à la Street Fighter. Donc est-ce que la proposition d'un Tenkaichi 4 à notre époque est encore pertinente ? On va voir. C'est vrai que là, ils sont quand même en train de poncer pas mal la marque. On peut appeler ça une marque quand même. Après, moi j'aimerais bien voir un opus qui prendrait du début de Dragon Ball avec un Sangoku enfant qui s'arrête à Super, pourquoi pas ? Ouais, Budokai pour moi c'est un gros côté nostalgie, hein. J'y ai énormément joué. Les épisodes sur PS2 que j'ai poncé, que j'ai encore d'ailleurs en version boîte physique. Donc il y a eu à cette annonce, il y a eu un raz-de-marée sur Twitter de fans et de gens ultra contents. Enfin, ça a vraiment fait un buzz énorme. Donc j'étais presque étonné parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, on est assez gâtés. En jeu de la licence Dragon Ball, il y en a plein. Donc j'étais étonné de voir cet engouement. Mais est-ce qu'il va réussir à trouver sa place dans tout cet ensemble ? Tu as très bien dit que c'était une interrogation à avoir. Donc on verra quand il sortira. Mais ça fait presque une overdose aussi, ça fait beaucoup. Donc moi, je sais pas si j'y jouerai. Moi, je pense le faire parce que bon, fan de Dragon Ball oblige. Et c'est vrai que le gameplay à l'époque était top, mais maintenant, on a beaucoup de jeux qui sont calés sur ce système de gameplay. On a également aussi toute la saga des Naruto Ninja Storm, en fait, qui ont également apporté leur pierre à l'édifice, parce que ça reste quand même bien similaire. Donc, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire maintenant. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai hâte d'y jouer, je vais le faire comme à peu près tous les Dragon Ball qui sortent. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus ce côté festif, oh trop bien, un nouveau Dragon Ball sort, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y en a 10 par an et du coup, il y a moins ce côté événementiel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enchaînons, donc on a fait deux mangas, on a fait Goldorak et Dragon Ball, c'était l'instant Club Do. Passons sur Professeur Layton, donc au travers de l'événement de le Level 5 Vision. Donc qu'est-ce que c'est Nintendo Direct en mode que pour le studio Level 5, un studio très prolifique qui a notamment fait les Ni no Kuni par exemple, que tu apprécies beaucoup, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. J'ai pris cet exemple, mais ils font pas que ça, on verra. Mais en tout cas, ils ont parlé de Professeur Layton en annonçant leur nouveau jeu. Il y avait un teaser au dernier Nintendo Direct que j'avais débriefé. Là, ils ont vraiment fait un trailer, plutôt on voit davantage de choses. Donc, Professeur Layton, qu'est-ce que c'est rapidement ? Saga très très appréciée des fans, exclusif à Nintendo, donc sur DS et 3DS et smartphone pour les nombreux épisodes de la saga. Et en gros, c'est un jeu d'énigmes où on joue un duo, Luke et Layton, un peu à la Sherlock Holmes et Watson, je dirais. Et Watson. Tu me contredis, hein, tu connais mieux la saga que moi. Et le principe est de résoudre plein de petites énigmes. C'est un jeu un peu casse-tête, puzzle game casse-tête. On découvre le nouvel épisode, il est annoncé, il s'appelle Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur. Il est absolument magnifique ce trailer, je vous conseille de le regarder parce que c'est très dans une ambiance steampunk et toi comme moi Kira on adore énormément le steampunk, donc on va renvoyer à une de nos toutes premières émissions où tu avais fait une chronique sur les différents styles de punk, le cyberpunk, le steampunk, donc les univers punk, ouais. Et donc le steampunk c'est plutôt la machine à vapeur justement, la technologie, les dirigeables, enfin les délires comme ça. On a quelques éléments de scénario, donc il y a Luke qui est en Amérique et il demande à Layton de le rejoindre et ils seront dans la ville de Steam Bison. Luke jouit déjà d'une bonne réputation en Amérique où tout le monde l'appelle le détective, et Layton quant à lui, qui est très connu à Londres où il officie dans les autres jeux, à confirmer sur la ville, mais je crois que c'est Londres. Là il arrive un petit peu incognito en Amérique où personne ne le connaît, donc ça va être assez rigolo je pense. Ouais, ça va être sympa, le contraire. Ouais, en termes de scénario ça va être un peu sympa, ça va renverser un peu la tendance avec Luke qui sera plutôt une vedette là-bas et Layton inconnu. On a vu dans ce trailer un univers steampunk très riche avec des véhicules à vapeur, etc. Enfin, je vous renvoie vers ce trailer qui est vraiment très bien. Et ils ont annoncé dedans que toutes les énigmes et les puzzles ont été réalisés par le groupe QuizKnock.
Donc je savais pas du tout. Donc ils ont annoncé ça. Franchement, je savais pas ce qu'était ce groupe. Et j'ai regardé pour la chronique. J'ai regardé. Donc on fait un travail journalistique très très incroyable. Vous voyez. Et en fait, c'est des gars. Ils sont des gars, des filles d'ailleurs. Ils sont à peine une dizaine, moins d'une dizaine, et ils ont une chaîne YouTube où c'est basé que sur des énigmes. Ils ont vraiment tout un contenu qui a trait aux énigmes. C'est un ancien groupe universitaire de Tokyo, et leur credo, a priori, ils le disent, c'est l'apprentissage par le plaisir, donc apprendre des choses à travers des énigmes. Et c'est eux, donc c'est un groupe très 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 connu au Japon, ils ont plusieurs millions de vues sur YouTube, donc c'est pour ça quand ils annonçaient ça au Japon, ça a dû faire un effet waouh. Chez nous on connaît pas trop, mais c'est eux qui vont s'occuper des énigmes de ce professeur Layton. Donc qu'est-ce que tu en penses de ce prochain jeu qui arrive, Professeur Layton ? Alors je suis très content parce que c'est vrai que les anciens Professeurs Layton, je les ai tous faits et j'ai beaucoup apprécié. Je l'avais dit lors d'un précédent épisode aussi, j'avais pas mal aimé le film qu'ils avaient sorti dans l'univers du Professeur Layton. Et c'est vrai que je suis un gros fan de Sherlock Holmes, de l'univers de Sherlock Holmes. D'ailleurs, j'attends le prochain avec Toulouse avec impatience. Et c'est vrai que de revoir du Layton, donc c'est-à-dire un Sherlock Holmes plus basé sur des casse-têtes, moi ça me manquait un petit peu, parce que c'est ce qui manque un peu dans les jeux actuels en fait. C'était vraiment une proposition différente, et je suis très 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 pressé et curieux de l'essayer en tout cas. Bon, il faudra que tu nous fasses un test, t'as pas le choix, maintenant que tu l'as dit. Ce Level 5 Vision, donc en 2 mots pour débriefer rapidement le reste de la conf, sympa, bon rythme, le contenu est intéressant. Ils ont montré 4 autres jeux, donc Decapolis dont j'avais déjà parlé, donc pareil je vous renvoie au débrief du Nintendo Direct, où c'est un jeu d'enquête à base de puzzle game justement, de combat. Fantasy Life, qui est un Animal Crossing un peu en mode fantasy, où il y a des combats aussi de monstres super mignons, etc. Enfin moi Fantasy Life je le suis de près, ça m'intéresse pas mal. Ils ont montré Megaton, leur jeu de mecha style vraiment manga, donc la grosse baston de robot, plutôt cool. Et leur dernière grosse annonce, c'était Inazuma Eleven, donc le jeu de foot basé sur l'animé, qui a cartonné à une époque qui cartonne au Japon, qui a eu son gros moment en France grâce à l'animé. Et ils ont annoncé leur nouveau jeu avec un monde un peu en mode ouvert, une école de foot, on va créer son équipe, etc. 4500 personnages jouables. 4500 personnages et un système de jeu plus basé sur la stratégie que le dynamisme, il me semblait, donc intéressant à suivre. Moi ce que j'aime bien dans Inazuma Eleven, c'est que c'est très différent d'un FIFA en fait. Alors c'est vrai que je ne connais pas la série, j'ai fait les 2 premiers jeux à l'époque, il y a peut-être eu 3, enfin j'en ai fait au moins 2 quand ils sont sortis sur DS, et ce que j'aimais bien c'était cette ambiance, ce côté gestion, un petit peu RPG qui était très intéressant, et il n'y avait pas ce côté réaliste à la FIFA avec des vraies personnalités, des choses comme ça. On pouvait vraiment se faire ses propres joueurs et sa propre histoire. Et je pense aussi le faire celui-ci, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, bien que je ne suis pas un adepte de foot, hein, tu me connais, mais c'est vrai que celui-ci me tente particulièrement. Pas mal. Cool, j'aimerais bien que tu nous fasses pareil, un petit test sur le sujet, parce que je les connais pas du tout, j'ai jamais joué, moi j'ai jamais touché à aucun d'entre eux, et ce que j'ai vu là en conf, ça avait l'air sympa, donc j'étais assez curieux. La conférence Capcom Spotlight, donc on va faire un petit résumé, conférence que j'ai suivie pour vous avant-hier. Je vous avoue que la conférence était un peu longue pour ce que ça racontait, mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes. Alors déjà pour commencer, l'event nous a présenté la future compilation Megaman Battle Network Legacy. Donc ça arrivera dans les prochaines semaines. Celle-ci s'est dévoilée à travers une nouvelle bande-annonce que j'ai trouvé plutôt sympa, et a profité pour annoncer ses nouvelles fonctionnalités. Donc il y a notamment l'arrivée de 499 patch cards qui seront directement intégrés au jeu. Toi qui es fan du Japon, qu'est-ce qu'une patch cards ? Vas-y. Petite interrogation surprise. Petite interro surprise. Alors de mémoire, donc tu me corrigeras, mais c'était des cartes un peu à la délire carte Panini qu'on collectionnait. Il y en avait de toutes sortes, hein, quelles que soient les licences, et on pouvait débloquer en salle d'arcade des contenus exclusifs pour certains jeux en rapport avec ces petites cartes Panini entre guillemets. Est-ce que c'est ça ou ouais ? C'est ça, c'était des petites cartes à collectionner qu'on fait fureur au Japon dans les années 90-2000, et ça permettait de récupérer donc des cosmétiques, des musiques, des couleurs différentes en fait dans divers jeux. Ça fonctionnait aussi il n'y avait pas que les jeux vidéo en fait, ça fonctionnait aussi dans les machines Pachinko. Ah ouais, tu vois, okay.
Enfin, vraiment tout ce que les Japonais apprécient. Donc là, il y en a 499. Pas 500, 499 c'est important. Elles seront directement intégrées au jeu en numérique, donc on pourra débloquer et grâce à ça va alimenter ce petit, on va dire ce petit musée virtuel. La compilation regroupe 10 jeux, sortira sur PC, PlayStation 4 et Switch, donc c'est une exclue PlayStation. C'est relativement attendu, parce que Mega Man reste une licence très très appréciée et c'est vrai que forte. Voilà, et c'est vrai que pour les fans de rétro gaming, de pouvoir jouer dans des bonnes conditions sur nos consoles récentes, c'est quand même une belle proposition. Derrière ça, on a eu un petit peu de Street Fighter 6 avec une annonce focalisée sur la partie commentateur. Il y a l'annonce de la dernière commentatrice pour le lancement. Donc il s'agit de l'actrice japonaise, je vais essayer de pas écorcher son nom, Hikaru Takahashi, avec l'accent qui va bien et tout. Je ne la connais pas du tout, ça je te le cache pas, mais en tout cas voilà, elle va commenter les combats Street Fighter. Ils ont l'air d'avoir vraiment mis l'accent là-dessus parce qu'il y a déjà une dizaine de commentateurs qui ont été présentés et c'est pour donner un côté e-sport en tout cas. Donc intéressant, bien sûr. Moi ce que j'en ai vu, je suis toujours un peu réfractaire à l'aspect artistique du jeu et j'ai encore une fois l'impression que le jeu de combat est un peu saccadé. Toi, t'es plus hypé que moi pour le coup. Moi, en tout cas, je trouve le design très très joli. Après, je suis pas un grand fan de Street Fighter et j'y jouerai certainement pas, mais en tout cas, visuellement, je trouvais ça assez joli. Ensuite, Capcom a rappelé que 2023 signera le 40e anniversaire de l'éditeur. Donc, pour fêter cet anniversaire, ils vont créer un musée virtuel, le Capcom Tower, en fait, pour cet été. On a eu plusieurs visuels, donc ça permettra d'accéder à un musée donc virtuel qui va un petit peu retracer l'histoire de l'entreprise Capcom, les différentes licences. Donc je pense que ça peut être quelque chose de très sympa à voir en tout cas. Je vais me jeter dessus dès que ça sera disponible parce que j'aime bien ce genre d'expérience. Derrière, ils ont annoncé plusieurs dates de sortie. Donc à commencer par Exoprimal, un jeu d'action coop avec des dinosaures qui sortira le 14 juillet sur PC, PS4, PS5 et qui sera disponible Day One dans le Xbox Game Pass. Bon, je n'ai pas trouvé ça foufou en fait, c'est un jeu d'action coop, a priori il y aura un système de Battle Pass également comme tout bon jeu coop qui sortent. C'est très japonais quand on voit les armures, ça m'a un petit peu fait penser à pas du Gundam, mais aussi un petit peu à du Gundam, mais plus à échelle humaine, tu vois. Les costumes ressemblent un petit peu à des Gundam, mais plus comme des armures d'Iron Man. Zone of the Enders un peu. Ouais, voilà, peut-être Zone of the Enders, t'as raison, dans le genre, donc baston contre des dinosaures en coop. Pourquoi pas. Moi, j'avoue ne pas avoir été transporté que ça. Plus hypé que ça. Il y a une bêta ouverte qui sera proposée du 17 au 19 mars et une nouvelle présentation de gameplay arrive dans les prochaines semaines. Ensuite, ils ont parlé de Ghost Trick Detective Phantom via une vidéo de présentation. Donc, c'est un remaster du titre du même nom sorti en 2010 sur DS. Donc, je t'avoue que c'est un titre que je ne connaissais pas du tout. En fait, je l'ai découvert via cette présentation. C'est un jeu d'aventure qui mélange enquête, réflexion, où l'on incarne un fantôme qui peut prendre possession d'objets et contrôler en partie le temps. Est-ce que tu connaissais, toi Ouais, c'est très très cool. J'avais vu l'annonce du remake. Nintendo avait un petit peu teasé dessus au travers dans un Nintendo Direct d'ailleurs. D'accord. Et franchement, c'est pas mal comme jeu. En plus, c'est des enquêtes et tout, un peu paranormal, où en effet, pour faire avancer tes enquêtes, tu questionnes les morts et tout, c'est assez rigolo. Donc, enfin, rigolo. Macabre, mais sympa, oui, c'est mignon et tout, c'est pas non plus, c'est pas gore, quoi. Et franchement, c'est un bon titre. Ah, ok. En tout cas, ce que j'en ai vu, moi, j'ai trouvé ça assez sympa et original, donc c'est vrai que je vais y jeter un œil à sa sortie. En plus, il y a le créateur Shu Takumi, en fait, à qui on doit également la série des Phoenix Wright, qui est venu, déjà pour remercier les fans pour son travail. J'ai trouvé, il avait l'air sympathique, il avait une bonne bouille avec son petit Borsolino et tout. Il a annoncé la date de sortie du jeu, donc pour le 30 juin 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Il y a quelques bonus de précommande qui ont été évoqués, des thèmes musicaux en plus, donc à voir ce que ça va donner à la sortie en tout cas. Ils ont fait un petit détour sur Monster Hunter Rise Sunbreak et ils ont annoncé la date de sortie du DLC sur PlayStation et Xbox, car le DLC est déjà disponible sur PC et Switch. Okay. Et donc ça arrivera le 28 avril.
Ils ont tenu également à rappeler qu'une nouvelle mise à jour gratuite serait bientôt présentée. Et pour finir, le segment Resident Evil, donc ils ont annoncé la démo de Resident Evil 4 Remake qui était disponible juste après la conférence. Donc ils ont fait une Hi-Fi Rush version démo. Démo que j'ai testé, que j'ai trouvé très sympathique. Alors je l'ai faite qu'une fois parce que bon, j'attends le jeu avec impatience, donc j'ai pas envie de passer mon temps sur cette démo pour pouvoir profiter au mieux de la sortie du jeu. C'est très beau, j'ai retrouvé des sensations d'antan, on va dire. Par contre, alors, je sais pas si toi tu l'as fait dans le même cas que moi, ça m'a un petit peu fait penser à Resident Evil Village au début, dans les assets, les bâtiments, la façon dont l'arrivée de Léon en fait dans cette forêt, ça m'a beaucoup fait penser à Resident Evil Village. Ouais, on s'est tous les deux jetés un sur cette démo, c'est vrai, téléchargé dans l'instant. Et comme toi, j'avais l'impression d'être dans Resident Evil Village. J'ai mis du temps à me dire que j'étais plus dedans, mais c'est vrai que tout y faisait penser de l'ambiance, même la maison Baker de Resident Evil 7. Enfin, tout le début, on se dit, on est vraiment dans Resident Evil 7 et 8. Après, plus tard, on retrouve bien l'ambiance Resident Evil 4. Le jeu a l'air très fidèle. Moi, j'avais quelques réserves sur la caméra à l'épaule que je trouvais vraiment proche, et je trouvais ça un peu plus pâteau que l'original. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau, et ça semble vraiment respecter l'œuvre originale, donc un grand oui. C'est vrai que la caméra à l'épaule en fait est très proche, plus proche je trouve que Resident Evil 2 et 3. Je me demande si c'est pas voulu parce que c'est pour créer aussi un peu la tension qu'on avait quand on se faisait attaquer par les ennemis dans le village. Tu sais, on se fait un peu acculer à un moment, et c'est vrai que le premier Resident Evil, on est obligé de s'arrêter pour tirer en fait, on pouvait pas bouger, et le fait de pouvoir être mobile et de pouvoir esquiver en fait, je pense que ça doit jouer sur la tension, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont ravancé un petit peu la caméra, justement pour limiter notre champ de vision. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Et pour finir, Capcom a également dévoilé quelques images inédites pour Resident Evil Dead Island. C'est un film d'animation. Ils ont donc confirmé la présence de Jill Valentine, et c'est un film qui fait suite aux autres films Dégénération, Damnation et Vendetta, une trilogie de films en images de synthèse très fidèle. J'avais beaucoup aimé moi le Vendetta de mon côté. Dégénération pas trop, ça faisait vraiment trop cinématique PlayStation 2 à l'époque, j'ai trouvé ça vraiment très vilain. En tout cas, celui-ci, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça prend en compte, alors toi tu pourras peut-être me dire, tu sais, Netflix avait sorti une série télé en 4 épisodes en images de synthèse, Resident Evil, avec les mêmes chara-design. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Est-ce que tu sais si c'est inclus dans la timeline ou pas ? Non, franchement, je sais pas. Je l'ai pas regardé non plus, celle-ci. Je sais qu'il y a du contenu animé comme ça qui est parfois canonique, parfois ça ne l'est pas, c'est pas considéré dans la saga originale, ou ça s'est fait bafouer après. Donc il faudrait voir, c'est intéressant. Ce serait peut-être l'occasion de nous faire un petit sujet hors sujet sur les films d'animation Resident Evil. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, c'est que la saga a beaucoup de titres, donc déjà en titre canonique, il y en a 8 pour l'instant. On va retrouver les nombreux spin-offs, Révélation 2, les Outbreak, Opération Raccoon City et d'autres. Je me dis que ça pourrait être intéressant aussi de faire un petit sujet qui détaillerait peut-être le lore ou la chronologie de Resident Evil. Je sais pas ce que t'en penses ou ce que nos auditeurs en pensent. Est-ce que ça vous intéresserait ce genre de sujet ? Demandons à nos auditeurs. Manifestez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ce fut une conférence assez intéressante, voilà, ça a roulé, il n'y a pas de souci, on n'a pas eu de surprise, j'ai pas sauté au plafond nulle part à aucun moment, j'ai trouvé ça peut-être un peu long pour ce que ça présentait, mais en tout cas voilà, je préfère ce type de conférence au gros show qu'on avait il y a quelques années en tout cas. Et du coup, Nacon Connect, la conférence du géant du jeu vidéo français, donc qui a montré divers jeux. Donc il y a eu 15 jeux au total, donc je vais pas tout débriefer. Là par contre, j'ai trouvé la conférence vraiment la moins bonne de toutes celles que j'avais vues, parce qu'en fait c'était un enchaînement de trailers. Il y avait personne qui faisait le lien, il y avait pas d'intervenant, donc on enchaînait vraiment trailer sur trailer. C'était pas exceptionnel. C'est pas vraiment une conférence quoi, c'est plus un best-of. Ouais, voilà, un best-of de trailer. Donc les temps forts de cette Nacon Connect, donc c'était la présentation pour moi, une grosse trailer de Gollum, le jeu Seigneur des Anneaux. Donc on en voit un peu plus, on a vu plein de personnages, des orques, on a vu Gandalf, des elfes, on a vu un petit peu de phase de gameplay timide, mais on en a vu. Donc ça y est, on commence à avoir des éléments sur le jeu qui est plutôt joli, je trouve. La DA sera discutée
discutable chez certains, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça me plaît en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Toujours pas de date, mais 2023, a priori, ce sera août ou septembre 2022. Bah, tu parlais de DA tout de suite et je suis d'accord. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mix, un croisement un petit peu improbable entre Warhammer 40 000, les Necromangers de Riddick et un petit peu de Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça très vilain et je pense que moi, ça serait un gros blocage pour moi. En fait. Ouais, je serais pas aussi dur parce qu'il n'est pas adapté. Beaucoup de gens et ont l'imaginaire de Peter Jackson en tête quand ils pensent au Seigneur des Anneaux. Exactement, c'est ça aussi. Mais non, c'est pas basé sur les films. C'est que ça couvre même pas une période qui est couverte par les films et ils se sont plutôt documentés au travers des livres et c'est vrai que c'est fidèle clairement à ce qui est décrit dans les livres, donc pour moi c'est vrai que je m'y retrouve, mais c'est vrai que les fans de Peter Jackson, oui, ce sera pas le cas. Ensuite on a eu le jeu Robocop, Rogue City, donc là on a vu du gunfight, du bullet time, du scanner d'empreintes, enfin bref, toutes les fonctionnalités j'imagine qui sont embarquées par cette grosse carapace de Robocop. Je trouvais ça assez gore, il avait l'air de défourailler tout le monde autour de lui, donc je me souviens plus des films, mais je me souvenais pas en tout cas que Robocop tuer plein de gens à tour de bras, mais c'est prévu pour septembre 2020. Alors il va falloir que tu regardes les films, parce que si Robocop tue des gens à tour de bras, les films sont très très gore, hein, surtout le 2, le 1 aussi l'est, mais surtout le 2, et quand c'est des ennemis, ça vraiment gerbe de sang dans tous les sens, quoi. Ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça très fidèle au film, et je l'attends beaucoup. C'est le studio qui a fait Terminator Resistance, de mémoire, que j'avais beaucoup apprécié, jeu de Terminator AA dans l'univers des films, et c'est vrai que là, un jeu Robocop, en plus c'est la voix de Peter Weller, on va dire que pour moi c'est Day One. Ensuite on a eu un petit survival horror, Ad Infinitum, qui est un projet étudiant de 2014 qui a réussi à se concrétiser. On sera dans un manoir allemand, vraiment un manoir à la Spencer comme dans Resident Evil, où on va jouer un ancien soldat allemand qui est vraiment traumatisé de la guerre, et il y aura des phases un peu à la jeu d'horreur Descent. Ça fera un très bon jeu VR d'ailleurs, ce jeu où on mélange un peu rêve, réalité, traumatisme de la guerre, qui a l'air plutôt prometteur. D'accord. Ensuite, pour rester dans le terme de la guerre, il y a un jeu qui s'appelle War Hospital, où on jouera un médecin de guerre qui devra, et ça je trouvais ça assez original, gestion, il va devoir gérer un petit peu malheureusement les malades en fonction de la gravité de leur pathologie. C'est de la Grande Guerre, donc première guerre mondiale il me semble. Ça sort pour août 2023 et ça a l'air bourré de fonctionnalités qui font que le titre semble vraiment intéressant, donc je garderai un œil dessus. Et enfin, on a eu toute une ribambelle de jeux de skate, de moto, de transport, de simulation de train, de Tour de France, de tennis. Enfin, je vous passe tout ça. Mais il y a eu de la simulation. Et après, pas mal de petits jeux un peu annexes dont je vais pas m'attarder parce qu'il y a eu 15 jeux en tout dans ce Nacon Connect. Et comme je dis, enchaînement de trailers. Donc ce serait pas très intéressant pour moi de tout vous débriefer. Mais en tout cas, je suis passé sur les principaux temps forts. Ce qui m'a plu, moi, c'est que c'était très varié. Il y avait vraiment pour tous les goûts, je trouve. C'était pas centré sur les mêmes styles de jeu tout le temps. Ouais, c'était pas mal. Bon, ceci clôture la session news, assez dense, finalement, on pensait pas. Et on va enchaîner sur un jeu Atomic Heart, développé par je ne sais plus qui, tu vas nous rappeler tout ça, mais je crois que tu as pris plaisir à faire ce jeu. Pas mal de choses à en dire, donc on t'écoute. C'est vrai. Atomic Heart, c'est un jeu que j'attendais depuis un certain temps, depuis ses premières annonces en fait. C'est un jeu vidéo de tir à la première personne, édité par Focus Interactive et développé par Munfish Studio, qui est un studio russe dont c'est la première production. Et ça, c'est important de le souligner, car le jeu va un peu pâtir de certaines erreurs de débutants. Donc j'en parlerai tout à l'heure. C'est un jeu qui est sorti le 21 février 2023 sur Xbox, PlayStation et PC. Il est disponible dans le Game Pass Day One également, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Au niveau du jeu, donc le jeu se déroule dans une dystopie alternative soviétique des années 50, avec une imagerie assez proche d'un Fallout d'avant-apocalypse, où le joueur incarne un agent envoyé dans une usine secrète pour enquêter sur une anomalie de technologie. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler, mais en tout cas, au niveau du contexte, on est vraiment dans un délire très
très très russe en fait, avec une ADN bien particulière. D'accord. Déjà pour commencer, visuellement, Atomic Heart est magnifique. Les graphismes sont détaillés, la conception artistique est originale et c'est de toute beauté. Le jeu présente une palette de couleurs acidulées et un style de science-fiction rétro-futuriste, donc c'est un style que j'affectionne tout particulièrement. Ça reprend beaucoup l'imagerie donc Fallout d'avant-guerre, mais ça va reprendre également, je sais pas si tu connais ce film Captain Sky, The World of Tomorrow en fait. On pas retrouve un peu cette patte graphique où les Jetsons, c'était une série télé que je regardais quand j'étais enfant, un peu les pierres à feu dans le futur. C'est comment ils imaginaient le futur dans les années 50, et ça c'est cool parce que c'est vraiment ce qu'on reprend, donc c'est très 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 dépaysant en fait. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé l'histoire très intrigante, assez efficace. Malheureusement, je l'ai trouvée un peu confuse par moments, car énormément de lore sont disséminés à travers de nombreux audiologues et fichiers texte, donc comme dans beaucoup de jeux. Le truc, c'est que je les ai pas trouvés spécialement déjà accessibles, et on va dire, c'était pas une suite logique pour les trouver en fait. Il fallait vraiment fouiller beaucoup. Et il y a certains moments, c'est très compliqué de fouiller, car on est harcelé d'ennemis en permanence en fait. Donc ça, j'en parlerai également tout à l'heure, car ça fait partie de mes points négatifs. Je pense que le jeu demande un certain investissement en fait du joueur pour être clair dans ses enjeux, et certains pourraient avoir du mal à cerner exactement ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que quelqu'un qui a vraiment envie de jouer, de défourailler sans trop regarder, clairement il va pas comprendre ce qui s'est passé, des machines se sont rebellées, on n'en parle plus quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage oui et non. C'est vrai qu'on est à une époque où les joueurs ne s'investissent, enfin je trouve en tout cas que les joueurs s'investissent de moins en moins dans le jeu vidéo en fait. C'est devenu un peu un média consommable, et surtout veulent éviter tout type de frustration. J'ai remarqué que quand il y a de la frustration dans un jeu, certains joueurs ont tendance à se braquer en fait, alors que des fois c'est un peu la proposition. C'est vrai que quand on regarde les Souls ou les Sekiro, la frustration fait partie intégrante de la manière de jouer, car quand on arrive à passer un certain niveau, un certain boss ou même certains pics de difficulté, il y a cette gratification en fait qu'on ressent derrière en fait, qui fait partie justement de l'appréciation du jeu. De la phase satisfaction. Exactement. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans Atomic Heart en fait, c'est que à certains moments le jeu peut être frustrant. Pas frustrant dans le genre ou injuste, mais dans le genre assez difficile. Ça demande d'être en mouvement en permanence, et c'est vrai que le système de combat en fait peut être un peu brut de décoffrage. Les personnages sont également un peu nuls et peu développés. Le jeu manque clairement de moments forts et surtout de moments émotionnellement forts. Par exemple, le personnage principal parle tout le temps à son gant. Moi, ça m'a saoulé parce qu'il passe son temps à jacter tous les deux en fait. Combiné à une VF qui est quand même de piètre qualité, c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu on va avoir envie d'apprendre un maximum sur son lore, on va avoir envie de s'arrêter, se poser et regarder ce qui se passe autour de soi. Dès qu'on commence à avoir un tant soit peu un moment un peu beau, un peu contemplatif, il faut qu'il balance des vannes en fait, qu'il balance des vannes ou qu'il discute avec un humour parfois un peu nul. J'aime bien l'humour gras, j'aime bien l'humour un peu beauf, c'est vrai. Là, c'est un peu too much quand même par moment. C'est mal dosé, je trouve. En revanche, le gameplay est solide avec des armes variées, des ennemis intéressants. Quand on affronte des androïdes, on a un peu l'impression d'être dans Westworld en fait. Donc le film avec Yul Brynner, on va se retrouver avec des androïdes bolcheviques avec des moustaches un peu ridicules, avec des combinaisons blanches ou noires par exemple. Mais ça donne un cachet très dépaysant en fait, et c'est vraiment ce qui m'a tenu en haleine tout le jeu en fait. J'avais envie de découvrir cet univers. Ok, intéressant. Le jeu encourage donc l'exploration et la découverte. Il y a beaucoup de secrets et d'objets cachés à trouver, ce que je disais tout à l'heure. Là où c'est dommage, c'est que quand on se retrouve dans le monde ouvert, en fait, on est dans un univers avec des robots partout, des robots qui peuvent s'auto-réparer. Et par exemple, quand on détruit des robots dans un hub, ils vont être réparés automatiquement et ils vont revenir. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à à chaque fois qu'on va se balader dans ce monde ouvert, on va se retrouver systématiquement harcelé par des hordes de robots en permanence. Parce qu'il y a des caméras
caméras, parce qu'il y a des drones, parce qu'un autre robot nous voit, et comme ils sont tous connectés ensemble comme une ruche, en fait, on va passer son temps à se friter en extérieur. Du coup, moi, j'ai trouvé le monde ouvert très déplaisant, dans le sens où il est vraiment magnifique. J'avais envie de me poser, de regarder. Il n'y a toujours pas de mode photo, ça c'est dommage. J'avais envie de me poser et de regarder, et je ne pouvais pas, parce que systématiquement, j'étais en gunfight, en fait. Ah, vraiment dommage. C'est extrêmement dommage. Parce que sur le papier, oui, ça marche. C'est un univers post-apo, même en pleine apocalypse, avec des robots qui prennent le dessus sur les humains et qui veulent les éradiquer. Donc sur le papier, ça marche. Mais en termes de fun, non, en fait. Moi, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de rusher le monde ouvert, en fait, pour aller justement prendre mon temps dans les donjons, alors que ça devrait être le contraire, en fait. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est dommage. Les mécanismes de combat sont satisfaisantes. Elles peuvent devenir un peu répétitifs au fil de l'aventure. J'ai terminé le jeu en une vingtaine d'heures. C'est largement suffisant. Au-dessus, pareil, ça aurait été un petit peu chiant parce que justement à cause des défauts que j'ai commencé à citer tout à l'heure. Donc en conclusion, Atomic Heart, c'est un bon jeu vidéo qui présente une esthétique originale et un gameplay solide, mais qui souffre d'une histoire confuse et de personnages peu développés. Je le conseille néanmoins aux fans de science-fiction et d'immersive sim à la première personne. Moi, je vous conseille de donner une chance au jeu, clairement. Il y a certaines erreurs de game design. Le menuing est complètement aux fraises. Le menuing est vraiment... il est beau, mais c'est vraiment imbitable. Mais je pense que ça, c'est lié essentiellement à l'âge du studio, en fait. C'est un premier jeu, c'est un premier gros jeu, en fait. C'est des erreurs de débutants. Ouais, qui arrivent. Pour synthétiser sur la fin, au niveau des plus, donc j'ai mis la direction artistique qui est vraiment magnifique, l'histoire que j'ai trouvé cool, la durée de vie, une vingtaine d'heures, c'est très bien. Les musiques sont excellentes, c'est de la musique russe, c'est pas le genre de musique qu'on a l'habitude d'entendre, mais justement, c'est ce que je recherche dans un jeu vidéo. Je recherche quelque chose qui me dépayse. Là, on est sur vraiment quelque chose de très 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 dépaysant. On va se retrouver dans un univers vu par une autre culture, en fait, un peu comme The Witcher en termes de RPG, qui est vu par l'Europe de l'Est, donc par des Polonais. Là, c'est pareil. Là, c'est comment les Russes voient le jeu vidéo. Et ça, c'est cool parce que c'est ce genre de production, je trouve, qui manque en fait. J'ai un peu l'impression que toutes les productions se standardisent sur beaucoup de choses avec les mêmes codes. Et là, de voir des codes différents, c'est quand même très cool. Le gameplay, que j'ai trouvé bien, malgré un personnage un peu lourd, en fait, mais une fois qu'on a compris le système de dash, en fait, avec le B pour pouvoir esquiver les coups au corps à corps ou quoi, c'est quand même mieux, mais voilà, j'ai trouvé le gameplay un peu rigide. Au niveau des mois, le héros et son gant qui parlent tout le temps, ça c'est juste pas possible. Ça c'est vraiment... Ça casse l'immersion. Pas le temps pour la contemplation, donc ça c'est aussi autre chose, mais ça c'est plus ma sensibilité à moi, parce que j'aime bien ce qui est contemplatif. Quand je me balade dans Red Dead, j'aime bien prendre mon temps pour regarder ce qui se passe autour et tout, et vivre l'expérience. J'ai pas envie de rusher le jeu, en fait. Quand c'est un jeu qui propose quelque chose d'aussi beau, c'est dommage de devoir courir tout le temps, en fait. L'humour qui plaira pas à tout le monde. Il y a des moments, je me suis bien marré, mais il y a des moments, je me suis dit, oh les gars, c'est un peu chaud quand même. Je veux bien, mais faut pas non plus pousser. Le monde ouvert, que j'ai trouvé très peu exploité, du coup, à cause de ça. Certains personnages secondaires que j'ai pas trouvé très très bons, comme Baba Yaga, par exemple, que j'ai pas trouvé intéressant du tout. Et la VF, à part 2-3 voix notables, dont la voix du gant, qui est la voix française de Chris Pratt ou de Dwayne Johnson, que j'ai trouvé très cool. Pour le reste, j'ai trouvé ça, mais totalement à côté de la plaque. Donc Atomic Heart, un jeu que je vous conseille si vous êtes fan de science-fiction, pas plein tarif, ne mettez pas 70€ dans ce jeu, c'est pas la peine, 40€, 50€, c'est très bien. Laissez-lui sa chance et je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Ouais, parce que si je comprends bien, on fait abstraction du monde ouvert où voilà, ça a l'air d'être assez laborieux, comme tu disais. Mais moi, j'ai vu la DA du jeu, c'est vrai qu'elle donne très très envie. Je sais pas, mais je trouvais un petit côté Bioshock Infinite un peu sympa dans ce délire-là. Un petit peu, ouais. Et ouais, les défauts que t'as cités, écoute, c'est leur premier jeu, ça reste quand même d'être une proposition qui me semble être intéressante, à voir pour la suite, quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment très très intéressant comme test. Après, ça peut être des défauts rédhibitoires pour certaines personnes. Par exemple, quand on commence dans le jeu, on a une belle cinématique au début qui prend le temps, comme Bioshock, t'as raison de le souligner, parce que je pense que c'est une des principales inspirations du soft. Ensuite, on arrive dans le premier donjon, qui est cette fameuse usine, et là, on va y passer 3 heures. Donc, c'est-à-dire, le jeu va commencer, on va passer 3 heures dans le même environnement, en fait, on va apprendre un peu les bases du gameplay, c'est quand même assez technique par moments, c'est assez difficile. Et derrière, on arrive dans le monde ouvert. Sauf que quand on arrive dans le monde ouvert, on devrait avoir cette soupape, on commence à respirer un peu. T'as raison. C'est là qu'on se retrouve vraiment acculé systématiquement, et ça, c'est dommage. Et je pense qu'une personne
qui a tendance à passer à côté des jeux sans creuser derrière, et ben ils lâcheront à ce moment-là en fait. Donc c'est pour ça, laissez-lui sa chance, vous serez pas déçus. C'est pas un super jeu de ouf, mais c'est pas un mauvais jeu non plus. Je pense que s'ils font une suite et qu'ils corrigent leurs erreurs, il y a moyen de faire quand même quelque chose de grandiose. Ok. Exactement. Ton test clôture notre session jeux vidéo pour cette semaine. Avant d'enchaîner sur le manga d'Elden Ring, donc on reste quand même dans le thème. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur nos chers réseaux sociaux ? Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, on alimente les pages régulièrement et on poste assez souvent des screens de nos sessions de jeu pour que vous puissiez avoir des images des sujets sur lesquels on parle. Pareil pour les sujets hors sujet, quand on parle d'un livre ou d'un film, on met des photos ou des images pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Pareil, on vous remercie également pour tous les retours que vous nous faites. L'épisode de la semaine dernière a beaucoup plu. Oui. Donc on est très contents parce qu'on a eu beaucoup plus de retours sur l'épisode de la semaine dernière, justement, plus que les autres. Ouais. Donc merci en tout cas à vous, ça fait chaud au cœur. C'est vrai. Un grand merci, on est ravis avec Kira de ces interactions avec vous, nos auditeurs. On prend en tout cas beaucoup de plaisir à animer tous ces sujets pour vous et ensemble. Et écoute, enchaînons sur Elden Ring le manga. Le chemin vers l'Arbre-Monde. On fait des sujets hors sujet, mais on essaie toujours, parfois, quand on peut, et quand on a envie aussi, de rester dans le thème du jeu vidéo. Je vous rappelle Nier Automata aussi qu'on avait fait sur la partie animée il y a 2 semaines. Et là, on est en face d'un manga, donc très fraîchement sorti, le 2 mars 2023, dessiné et scénarisé par Nikiichi Tobita, à qui on doit la série de manga. Il avait fait Monster Hunter, donc il reste un petit peu dans le délire, et Shinobi Gataki. Donc avant de vous faire le synopsis du manga, je vais redonner un petit peu l'univers de Elden Ring pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc le monde d'Elden Ring, en son centre il y a l'arbre-monde qui tire toute sa puissance de l'anneau d'Elden, donc Elden Ring, d'où le nom du jeu. Et cet anneau et ce grand arbre et tout ce monde était gouverné par Marika. Et il y a une grande guerre, donc l'éclatement, qui a brisé cet anneau d'Elden. Chaque demi-dieu a récupéré une partie, une rune majeure de cet anneau brisé. Et le but du jeu, Elden Ring, c'est de récupérer ces runes et après à chacun d'en faire ce qu'il veut à la fin du jeu. Exactement. Et donc le manga nous place dans cet univers et je vais vous lire le synopsis du manga. Donc Necrolimbe, royaume de l'Entreterre, c'est sans le sou et sans vêtements que le sans-nom vient d'atterrir ici. Désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait rencontre avec la mystérieuse Mélina. Celle-ci lui propose alors un marché et l'encourage à suivre la grâce jusqu'à l'Arbre-Monde. Sur sa route, sans nom tombera sur un panel d'individus, tous plus gratinés les uns que les autres. Pat l'affranchi, Blade le semi-loup, Margit le déchu, Godric le greffé, Rani, etc. Poursuivant son voyage à travers Necrolimbe au péril de sa vie, notre héros arrive bientôt à sa prochaine destination, le château de Voile-Orage. Donc voilà pour le synopsis du manga. Donc on est dedans, hein, Kira, on est en plein dans l'univers Elden Ring. Je me vois déjà en train d'y jouer. Je sens que tu vas relancer une session de jeu après cette chronique. Peut-être que tu n'achèteras pas le manga, mais tu referas une session de jeu. Donc, alors je t'avoue que ça me chatouille déjà depuis 15 jours. Donc l'histoire du manga donc, reprend les événements du jeu, vous l'avez compris, et je voulais replacer un petit peu l'univers pour ça. Donc en gros, on commence le manga comme on commencerait une partie d'Elden Ring. Donc on est vraiment au début. Et c'est très vite on se rend compte qu'il y a quand même anguille sous roche parce que on retrouve les premières planches, on retrouve Mélina. Donc Mélina c'est la servante entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif dans l'univers, mais dans tous les Souls il y a une personne qui nous accompagne, qui nous permet de monter en niveau, de convertir nos âmes en niveau, et c'est elle que l'on retrouve. Donc elle est dans le jeu, elle est dans le manga sur les premières planches, et elle a un dialogue avec Torrent, qui est la monture dans le jeu, où elle est en face du fameux sans-nom, donc le héros que l'on va suivre durant ce manga. D'accord. Et sauf que le gars, il est dans une position complètement absurde, à moitié tout nu, il a qu'un slip en fait, et franchement c'était une position, c'est grotesque le début du manga, et on a Mélina et Torrent qui ont une discussion entre tous les deux, et ils se disent mais c'est vraiment lui le héros, c'est vraiment lui qui... et là en fait on se rend compte dès les premières planches on se retrouve avec un manga qui est humoristique.
et j'ai été pris complètement à contre-pied parce que je savais pas du tout quand j'allais lire ce manga. Donc on va suivre l'épopée de ce sans nom. Sans nom, c'est son nom, hein. D'accord. Et comme un joueur, il va galérer, et on va le suivre vraiment galérer dans ce monde complètement impitoyable. Et disons-le là tout de suite, c'est un manga 100% humoristique qui prend encore une fois complètement à contre-pied le lecteur et les joueurs d'Elden Ring, où continuellement le manga va briser le 4e mur, il va s'adresser directement à nous, aux lecteurs. Le personnage, il va être à chaque fois dans des situations absurdes. On va voir tous les PNJ, enfin les plus grands PNJ du jeu. J'ai cité Blade le semi-loup, qui est un personnage très charismatique, emblématique d'Elden Ring, et qu'on va découvrir sous des aspects un petit peu encore une fois cocasses et étranges. Donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça non plus. Et j'ai même presque galéré à faire cette chronique parce que en fait, je m'y attendais pas du tout. J'ai été pris vraiment à contre-pied. Est-ce que je le recommande ou pas ? C'est une expérience à vivre. Écoutez, en fait, c'est vraiment marrant. Par contre, j'ai vraiment rigolé. C'est absurde, c'est rigolo, c'est complètement décalé. C'est dans un univers qui pourtant, de premier abord, s'y prêtait pas vraiment. Oui, c'est clair. Le dessin et de qualité, c'est très bien dessiné. On retrouve tout l'univers d'Elden Ring. Il y a des références, pareil, je parlais du PNJ Blade, et ils font plein de petites références à comment résoudre sa quête annexe dans le jeu, parce que dans le jeu, rien n'est expliqué. Il n'y a pas de faut aller là, et dans le manga, ils disent comment faire, donc c'est assez rigolo. Donc il y a plein de références très grossière, donc il y a des références un peu méta, oui. Voilà, c'est exactement. Il y a des références très simples à appréhender parce qu'on est dans cet univers et on retrouve les personnages, donc ça on s'y retrouve. Et il y a des références beaucoup plus subtiles que l'on va deviner que si on a vraiment qu'on allait vraiment dans le fin fond du jeu. Et ça marche ou ça marche pas. En fait, il y aura vraiment deux publics. Donc il y a ceux qui apprécieront pas qu'on parte sur quelque chose de complètement humoristique qui change totalement de ce qu'on a l'habitude avec le jeu. Et il y en a d'autres qui vraiment vont rigoler parce que c'est vrai que c'est marrant, c'est cocasse, c'est plutôt bien fait, il y a assez bourré de références. Donc il y aura deux publics, mais faut se faire son idée. Et moi j'ai été vraiment extrêmement surpris. Ouais, du coup. Est-ce que j'ai aimé ou pas ? Il me faut du temps à digérer pour dire parce que je l'ai lu juste avant la chronique, juste avant l'enregistrement, donc je suis encore à chaud. À froid, peut-être que je vais me dire j'achèterai jamais le volume 2, ou peut-être que je vais me dire c'est du génie, on continue. Mais c'est vraiment une œuvre à part entière. C'est rare qu'on sorte à tel point, quand on adapte quand on fait du cross-média comme ça, quand on adapte un jeu en un autre média et qu'on prenne complètement son contre-pied, c'est assez rare pour être souligné. Donc à cet effet quand même, je recommande pour vivre cette expérience, et c'était en effet rigolo. Surtout d'un jeu From Software qui est quand même réputé souvent pour être des jeux exigeants et difficiles, d'avoir quelque chose de léger, forcément ça doit contraster. Il y a un vrai contre-pied, et ça c'est vraiment à souligner. C'est pour ça que j'ai maintenu cette chronique, parce que j'en étais à un point au début, je me dis est-ce que je vais vraiment parler de ça ou pas. Et donc franchement c'est un beau contre-pied. Et je me dis par contre, la question c'est, quand on n'a jamais joué à Elden Ring, qu'on connaît pas l'univers, est-ce que le manga peut nous plaire ? Franchement, je sais pas. J'ai un sérieux doute. Donc si certains d'entre vous, auditeurs, qui avaient lu le manga ou qui avaient envie de vous lancer sans avoir fait le jeu, on serait curieux d'avoir votre avis, parce que sans avoir fait le jeu, ça doit paraître vraiment grotesque. Donc à voir. Oui, puis comme tu dis, s'il y a un petit peu de méta et d'allusion au jeu, du coup les personnes qui l'ont pas fait vont totalement passer à côté. Et c'est vrai que c'est peut-être se couper justement de certains gags en fait. Donc oui, en effet, je pense que ça doit être vraiment réservé à un public de niche peut-être. Pour moi, il y a certaines situations comme Blade, encore une fois, je reprends ce PNJ, mais il y a un gros morceau avec lui qui est très sérieux, très mélancolique et tout dans le jeu. Là, il est un peu, faut le dire, il est un peu bébête. Ouais. Et c'est parce que je sais qu'il est pas comme ça de base que le gag fonctionne aussi. Oui, c'est ça. Donc, ne connaissant pas le perso de base, est-ce que ça fonctionnerait ? Franchement, je sais pas. Donc c'est vraiment un pari étonnant. Mais à voir sur la durée. En plus, c'est volume 1, voir ce qu'ils en font sur le long terme. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vous offrir cette chronique pour au moins vous dire que ça existe, cet ovni. Et, ce fut très intéressant en tout cas, et c'est vrai que je suis intrigué. Ouais, je te le prêterai. Ouais, carrément. Et finissons notre podcast sur ces bons mots. Alors un petit peu de teasing, Kira, qu'est-ce que tu nous as prévu comme test la semaine prochaine ? Ah non, c'est pas en test. Toi, c'est hors sujet. Hors sujet la semaine prochaine. Donc, je vais parler de la meilleure saga française, Les Tuches. Non, je déconne. Non, semaine prochaine, je pense parler de comics un petit peu, mais ça sera en lien également avec le jeu vidéo.
Ça, on aime bien. Excellent. Moi, je ferai une chronique sur un jeu sorti un petit moment, mais sur lesquels il y a eu des actualités très très fortes, dont un très gros DLC qui est sorti il y a très peu de temps. Donc voilà, une grosse chronique, un gros test a priori au rendez-vous la semaine prochaine. Bah dis donc, c'est intriguant tout ça. Et comme d'habitude, voilà, rejoignez-nous sur les réseaux, contactez-nous, faites-nous des recommandations de jeux, des recommandations de sujets hors sujet. On traitera même des news. Si vous avez des news que vous voulez qu'on aborde en podcast, on le fera. Donc n'hésitez pas, vous savez maintenant où nous retrouver. On ne va pas rabâcher une nouvelle fois. Et pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis à très vite. Excellente journée, soirée, nuit, repas du midi, semaine, en fonction de l'heure à laquelle nous écoutez. Et puis jouez bien surtout. À plus. Ciao.